Aujourd'hui, Mixeur visite à Paris en compagnie de Grégory Marchand, la petite mais très gastronomique rue du Nil. Rencontre à New York Jim Lahey, boulanger atypique, excentrique et passionné, fondateur de la Sullivan Street Bakery. Mange dans une chifa, le resto chinois version péruvienne. Se régale à Istanbul de légumes marinés, colorés et variés. C'est un petit bout de rue minuscule au centre de Paris, devenu en quelques années une destination gastronomique en soi. Tout cela à cause ou grâce à Grégory Marchand, chef du célèbre Frenchy, qui s'y est installé en 2009 alors que ce secteur était quasi abandonné. Voilà la rue du Nil. Donc petite artère qui fait 72 mètres. Voilà, petite rue pavée, vieux Paris. Au bout de cette rue, d'ailleurs, était l'ancienne plus grande cour des miracles de France. Repère donc de brigands, de prostituées et de voleurs. Et pourquoi on l'appelait la cour des miracles, d'ailleurs? C'est parce que tous les boiteux qui faisaient la manche, miraculeusement, dès qu'ils rentraient dans la cour, hop, ils ne boitaient plus, ils pouvaient marcher normalement. Voilà. Pourquoi vous êtes venu rue du Nil? Par quel hasard? Complètement par chance. On rentrait avec ma femme enceinte de 7 mois de New York. On s'est installé à Paris. On était dans le 18e, donc au nord de Paris. Et moi, je cherchais plutôt par là-bas. Et puis après, il y a un agent immobilier qui m'a appelé et qui me dit « Écoutez, j'ai une affaire pour vous ». Et il m'a amené dans la petite rue du Nil, la petite rue pavée. Alors pour moi, qui avait quitté la France depuis 10 ans, voilà, bah, du coup, ça m'a vachement plu tout de suite. Et puis, la petite façade en bois, la proximité quand même de la rue Montorgueil, qui est une grande rue piétonne parisienne, une des plus grandes rues piétonnes parisiennes. Le côté très central de Paris, bah voilà, j'ai réussi à convaincre ma femme de déménager de Montmartre, du 18e, pour venir dans le 2e. Et donc on a ouvert Frenchy le 1er avril 2009. On était 2 en cuisine, enfin non, on était 2 en tout, donc moi en cuisine et une personne en salle. 24 places assises, midi et soir. Et puis un jour, il y a un de mes clients du midi, du quartier, qui me dit « Écoute, j'ai le local juste en face qui se libère, est-ce que ça te dirait de faire quelque chose ?» Moi, bien sûr, comme d'habitude, j'ai dit non. Je dis toujours non d'abord. Hein. Et puis après mûre réflexion, je me suis dit, c'est quand même dommage, on fuse du monde tous les jours, on pourrait faire un petit bar d'attente pour les gens, pour qu'ils puissent prendre un verre en attendant leur table. Et donc, Frenchy Bar à Vin était né, sauf que le Frenchy Bar à Vin, c'est devenu une entité à lui seul. Et puis, 6 mois après, il y a eu le même propriétaire qui me dit, écoute, le local d'à côté se libère et les 2 locaux se joignaient. Donc on a pu faire le bar à vin 2.0, donc avec une vraie cuisine, une salle, une capacité d'à peu près 40 couverts. Du coup, on a gardé la dénomination bar à vin. Aujourd'hui, en fin de compte, voilà, à part les tables hautes, la très belle sélection de vins au verre, on est plus sur un restaurant quand même de petites assiettes à partager, voilà. Mais des assiettes, encore une fois, un petit peu plus travaillées que l'image qu'on peut avoir du bar à vin parisien avec les charcuteries et les salaisons. Très vite, Frenchy a connu un immense succès. Et dans son sillage, d'autres ouvertures ont suivi dans la rue du Nil. Des commerces amis, tous unis par le souci de la qualité et l'amour du bon produit. Ils ont simplement dit un jour, au détour d'une conversation, tiens, si tu connais un local, on aimerait bien avoir pignon sur rue. Et puis je leur ai dit, bah, écoutez, venez rue du Nil, je sais qu'il y a un local qui se libère. Terroir d'Avenir, c'est une société qui distribue des produits paysans. Donc on travaille avec des pêcheurs, des maraîchers, des éleveurs en direct. Et en fait, l'idée, c'est de s'adapter à eux. Donc c'est eux qui nous appellent, qui nous disent ce qu'ils ont pêché, ce qu'ils ont cultivé, ce qu'ils ont élevé. Et nous, on les propose soit à clients particuliers, donc sur les boutiques de la rue du Nil,
soit auprès de la clientèle professionnelle, donc les restaurants parisiens. Et donc on a une boucherie donc sur lesquelles on travaille toutes les mêmes viandes que ce qu'on peut proposer au restaurant. Donc la poissonnerie qui fonctionne sur le système que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les matins en fait les pêcheurs nous appellent, ils nous donnent tous les retours de pêche de la nuit et on reçoit le poisson le lendemain. Donc c'est vraiment du poisson ultra frais. Et les légumes, c'est la même logique, c'est-à-dire que les maraîchers nous appellent et nous on met ces produits à disposition des particuliers. L'Arbre à café, en fait, c'est l'ancrage français du café. On essaye de présenter un nouvel art du café. Donc, on fait du consulting en plantation et jusqu'en cuisine avec des chefs comme Greg, etc. Et entre les deux, on va sourcer par nous-mêmes, on importe par nous-mêmes, on torréfie, on sert le café, on distribue notre café dans beaucoup de restaurants. Et puis, on a une boutique ici, dans cette rue, de restaurateurs. On travaille en direct avec les producteurs, avec des produits à majorité en biodynamie et en bio, donc dans une démarche assez militante, aussi bien vers la qualité que sur les méthodes agriculturales. Et Greg, qui était notre client et qui l'est toujours, nous a dit, écoute, il y a un endroit, ici, il y a une boutique, viens t'installer, il y a Terroir qui se met là, on va être tous ensemble pour créer une rue de la gastronomie avec une vraie démarche derrière. Tous ensemble, voilà, on a monté une association, l'association des commerçants de la rue du Nil. Voilà, je pense qu'on a tous la même vision des choses, on a tous les mêmes valeurs et on a la chance d'aujourd'hui d'être dans une position où on peut les défendre. Dans notre quartier, dans ce petit bout de vieux Paris, donc c'est une belle histoire. L'anticucho, c'est le cœur de la vache, du bétail. Les ingrédients? Aujourd'hui, la recette est moderne. Auparavant, on le préparait avec de l'ají panca, un type de piment, du poivre, du cumin. Aujourd'hui, on ajoute du romarin, de l'origan, du paprika, du piment rouge spécial et de l'ail qu'on liquéfie pour faire une marinade. Le client choisit l'anticucho selon ses préférences. Bien frit, moyen, très saignant. Ce cœur est le cœur d'une vache amoureuse. On dit pur amour, pure saveur. Celui qui mange ce cœur n'a rien à craindre. Il n'y a pas de cornes. Il y a beaucoup d'amour ici, vous comprenez? Comme vous voyez, on le sert avec du maïs, 2 épis, du rachi et du choncholin. Et vous y ajoutez une sauce crémeuse, de la sauce de copa ou de la sauce huancaína, ou encore de la sauce de rocoto créole, une crème de piment jaune avec laquelle on prépare le ceviche. Le client a le loisir de les mélanger selon ses propres préférences. En ajoutant ces condiments, on ajoute ainsi encore plus de saveur à l'anticucho. Jim Lahaye est un passionné de la boulange. Il ne tient pas en place, parle à tout le monde, surveille tout du coin de l'œil, donne des conseils à ses employés et porte un regard quasi amoureux sur ses pains. Sa boulangerie est devenue un lieu culte de Manhattan, et pas seulement à cause du personnage, mais parce que tout ce qui en sort est tout simplement bon, très bon. J'ai un souvenir très précis d'un voyage que j'ai fait en Italie lorsque j'avais 20 ans. À Rome, l'importance qu'on accorde à la gastronomie a beaucoup marqué le jeune homme que j'étais. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'ai aussi été très marqué par la culture autour du pain là-bas. À l'époque, j'habitais à Williamsburg. Dans la même année, j'ai fait 37 boulots différents. Je menais un train de vie assez instable, disons. À mon 36e emploi, je suis parvenu à la conclusion que je n'étais pas fait pour être employé, qu'il m'était impossible de travailler pour quelqu'un d'autre. Selon moi, ça a été le point de départ. J'ai commencé à penser à toutes sortes de façons
de créer ma propre entreprise, sans argent, sans soutien financier, et de vivre de ma passion. Durant toute cette période, cette année où j'ai occupé toutes sortes d'emplois, je faisais mon propre pain pour le plaisir, pour me sentir bien. J'en faisais 2 ou 3 fois par semaine. Chaque fois que je lançais une fournée, je n'arrêtais pas à une seule miche. J'en faisais une dizaine que je partageais avec mes amis et mes voisins. C'est Joe Allen, un restaurateur de très grande renommée, qui a investi dans mon projet au début. En décembre 1993, nous avons acheté le local et nous avons officiellement ouvert la boulangerie en juin ou juillet 1994. Voici le pain original que nous fabriquions à nos débuts en 1994. C'est un pain en sésame. La différence, c'est que nous parsemons la totalité du pain de graines de sésame, pas seulement le dessus. Il s'agit d'un clin d'œil au bâtonnet italo-américain que je mangeais dans mon enfance à Long Island. J'adore la vapeur qui s'échappe du pain. Durant les 3 mois où je cuisais mon propre pain, j'ai commencé à me faire une bonne réputation. En 1992, à New York, on comptait très peu de boulangeries correctes, encore moins de bonnes boulangeries. En fait, les gens ne croyaient pas que c'était moi qui fabriquais le pain. Ils imaginaient un vieux boulanger. Quand ils voyaient le pain que je cuisais, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se demandaient où j'avais appris à faire du si bon pain. Voici le pain que je préfère. L'ami présente un alvéolage moyen et le pain est fait avec du levain entièrement naturel, ce qui lui donne une touche fruitée et une saveur très complexe. Selon moi, on obtient le meilleur pain qui soit grâce à la fermentation naturelle, car ce processus-là fait ressortir toute la saveur du blé. C'est l'actif ancestral de la boulangerie. Il y a de ça à peine 100 ans, on produisait le pain uniquement par fermentation naturelle. Il faut accorder beaucoup de valeur au savoir-faire de l'artisan. Ces gens-là travaillent des heures durant pour acquérir leurs connaissances et maîtriser leur art. Mais on peut travailler d'arrache-pied et quand même échouer si, en fin de compte, on ne s'applique pas assez. Aujourd'hui, mon rôle consiste à encourager mes employés à s'exercer entre eux. Je souhaite les pousser à développer leur esprit critique, que ce soit au moment de lancer le processus de fermentation, de vérifier l'élasticité de la pâte ou encore la variation de son pH. Je veux leur montrer à faire leur travail de boulanger avec rigueur et précision. Super. On voit ici la pâte à pizza Bianca alla Roma. Il s'agit d'un classique de la boulangerie Sullivan Street. Nous poursuivons cette tradition depuis 20 ans maintenant. Ce pain-là nous accompagne depuis nos débuts. C'est un pain délicieux qui ressemble à une fougasse. Voici notre ciabatta. Il s'agit d'un pain moderne datant de l'ère industrielle. Regardez la structure de la mie. Elle est aérée, très alvéolée. On distingue bien les bulles d'air. Et elles ne sont pas de forme parfaite. Il y a toujours une bulle d'air qui s'agglutine à d'autres bulles d'air. Lors de la cuisson du pain, ces bulles-là sont essentielles afin de permettre à la vapeur de s'échapper du pain. À mon avis, le pain constitue en quelque sorte l'ancêtre des rituels culinaires. Faire du pain, c'est un rituel. Quand on y pense, il ne faut qu'un feu pour produire du pain. L'histoire du pain est également liée à celle de la céramique et de la terre. Mon but, ce n'est pas de produire 500 variétés de pain différentes. Selon moi, si on propose trop de produits, la qualité s'en ressentira.
Au cours des 8 dernières années, on a commencé à proposer de plus en plus de produits réalisés à partir d'ingrédients locaux et de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Tout ce que je veux, c'est m'améliorer de jour en jour. Je n'ai pas l'ambition de faire le meilleur pain en ville, mais je veux proposer le meilleur produit possible. Chifa, c'est ainsi que les Péruviens nomment le restaurant chinois. Et la Chifa, c'est une institution, puisque les Chinois sont de très anciens immigrants du Pérou et qu'au fil du temps, leur cuisine s'est teintée des produits et préparations locales. Madame Toussaint en est l'exemple parfait. Une Chifa créée par le célèbre Gaston Acurio, qui a placé à la tête de la cuisine un chef issu de ce mix sino-péruvien. Alors comment appelle-t-on ici au Pérou un restaurant chinois ? Vous voyez, en Chine, il n'y a pas de chifa. Cette cuisine a été amenée au Pérou par les immigrés chinois, principalement de la zone du Canton. Il n'en existe pas comme il n'en existe pas dans d'autres pays. Le chifa est propre au Pérou. Pourquoi? Parce que les Chinois sont arrivés au Pérou il y a plusieurs années et ils ont combiné les mots chinois chi et fan. Les Péruviens ont converti ce qu'ils entendaient et c'est devenu le mot chifa. Ce plat s'appelle chow fan charapa. Il est fait de porc rôti, de riz, des œufs, du plantain. On y ajoute de la michkina, une sauce préparée à la forêt, du piment de cocona, un fruit dont le jus est utilisé pour mariner et des œufs frits. Alors, est-ce que, j'imagine que les recettes se sont adaptées petit à petit au climat, au lieu, aux ingrédients qu'on trouvait ici au Pérou? Notre chifa provient de la gastronomie cantonaise, de la région de Canton. Le goût de la cuisine cantonaise est apparu à Lima du fait qu'aux saveurs péruviennes que nous avions déjà, nous avons ajouté des saveurs cantonnaises. On a donc incorporé des ingrédients qui étaient nouveaux à l'époque. Aujourd'hui, on sème des légumes, des oignons chinois et toutes sortes d'autres légumes. Celui-ci est un plat qui s'appelle lomito tusanes. C'est un filet de porc sauté avec des tomates, des oignons, des champignons, de la viande. C'est un sauté au wok avec des saveurs péruviennes, une touche de silao, une sauce de soya et de vinaigre accompagnée d'un taco. Ce plat est un encamotao, accompagné d'une sauce d'orange. Il est farci avec du poulet, des crevettes, avec des fils de camote, une patate douce. Les Péruviens utilisent beaucoup le camote jaune avec une sauce à l'orange réduite. Comment se fait le travail avec Gaston? Comment vous travaillez ensemble pour inventer de nouveaux plats ou les préparer? La première chose que nous faisons, c'est de chercher des ingrédients, d'identifier les ingrédients disponibles au Pérou et de savoir où les trouver. Quelquefois dans la région forestière, au nord, quelquefois sur la côte, où l'on se procure des fruits de mer. Il faut chercher des ingrédients. Il y a beaucoup d'ingrédients péruviens qui sont en train de disparaître. Ainsi, à partir de la technique chinoise et notre quête d'ingrédients, on en arrive à créer de nouveaux plats. Ce plat s'appelle butifara de chancho asado. C'est un pain chinois fourré de porc avec du rocotto, une crème de piment jaune et une marinade aux 5 saveurs. Du butifara au porc rôti. Et pour finir, qui est Madame Toussaint? Madame Toussaint est la dame qui gère la salle à manger. Les Toussaint sont les enfants des Chinois nés au Pérou. Alors, Madame Toussaint est la femme qui gère les restaurants. Donc vous êtes un enfant, vous, de Madame Toussaint? Oui, je suis l'un d'eux. Je suis Toussaint. Faire mariner des légumes afin de les conserver pour l'hiver, le principe est connu et utilisé dans de nombreux pays.
Mais voir autant de variétés, de couleurs et de saveurs différentes réunies en un même lieu semble être une tradition typiquement turque, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Selon ce que j'ai entendu dire par mon grand-père, le métier de marineur était un travail que les Albanais faisaient. Ce métier, toujours selon mon grand-père, est ensuite passé aux mains des Turcs. C'est impossible de faire une marinade sans le chou. Il est l'ingrédient essentiel. C'est ce que nous produisons et vendons le plus. Karışık yapayım mı? Karışık da olur. Tamam, anlaşıldı. Hemen yapalım beyefendi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hadi başla bakalım. Lahana turşumuz. Notre marinade de chou est faite à partir du chou d'Edirne, Üretim alan qui n'est pas celui que nous utilisons pour le chou farci ou les feuilles de vigne. Edirne'nin lahanası bu dolmalık bile olmaz yani. Nos autres produits vedettes sont la marinade de concombre et de cornichons. İkinci olarak da bu Chaque concombre et chaque cornichon sont sélectionnés un par un. bu tek tek ayıklanmıştır. Bu da pancar. Ici, nous avons les betteraves, Çok sans racines et sans vaisseau. ziyade Elles sont très appréciées. On les sert souvent dans des banquets ou des fêtes. Voici la marinade de piment fleur. Ce sont des piments très sucrés. Ama bu À l'époque, l'hiver était plus long eskiden sebzeler hani ziyan et les marinades permettaient donc de contrer la perte des légumes. olduğundan dolayı mevsimsel Comme il n'y avait pas de changement de climat, dolayı il y avait des situations de détérioration de ces légumes. iklim değişikliği. En mettant les fruits et les légumes dans l'eau salée et du vinaigre, Bu cela aidait à les conserver. sebze ve meyvelerin bunu tuzlu su, sirke C'est une bonne façon de les protéger. hani bir koruma türüymüş. Kavun turşusu dedi. Voici maintenant la marinade de melon miel dont je vous parlais. Sarımsak turşusu baş ağrıları Ici, la marinade d'ail. söylenir yani. On dit qu'elle est excellente pour combattre le mal de tête. Bu da bamya turşumuz. Vous avez également notre marinade de gombo. Pancar Ici, ce sont les jus avec la marinade de betterave. Le jus de piment fort, suyu, le jus du chou lahana et de concombre qui sont très sucrés. Et celui-là, c'est le jus normal de marinade. bir de soğutulmuş. Et ici, la version refroidie. Bir hoş bir şey derler de. Poursuivez l'expérience en ligne à tv5.ca.